L'héroïne de cette histoire s'appelait Athanasia, un nom qui signifiait éternité. Elle était une princesse, la fille de l'empereur et de l'impératrice, cette dernière ayant perdu la vie en la mettant au monde. Avant de mourir, Diana, sa mère, lui laissa un baiser magique, bien que nul ne sache exactement ce qu'elle transmit à sa fille à ce moment-là. Après la mort de l'impératrice, l'empereur, fou de douleur, ordonna que tout fût brûlé et détruit, ne laissant en vie que l'enfant, la princesse Athanasia. Le véritable problème était que l'empereur ne montrait aucun signe d'affection envers elle. Il la confia aux soins de domestiques indifférents, persuadé que si même son propre père l'ignorait, il n'y avait aucune raison pour eux de s'en soucier davantage. Depuis son plus jeune âge, Athanasia parvenait à entrer dans un monde magique où une voix mystérieuse l'appelait. C'est là qu'elle découvrit un livre dans lequel elle pouvait contempler toute sa vie. « Alors, tout ce qui va m'arriver est déjà écrit ici ?» pensa-t-elle, stupéfaite. Le livre lui révéla qu'en grandissant, elle serait accusée d'avoir utilisé de la magie noire et que son propre père la condamnerait à vivre en exil dans une tour sans jamais en sortir. La princesse vivait dans un monde où tous possédaient la magie, sauf elle. Le regard froid et distant de son père transformait cette prédiction en un cauchemar récurrent, qu'elle revivait chaque nuit dans ses rêves. Heureusement, une personne lui portait encore de l'affection, Liliane. Cette servante avait été l'amie proche de sa mère et, bien qu'issue de la noblesse, elle avait tout abandonné pour rester au palais auprès d'Athanasia. Elle était la seule à la traiter avec douceur, à la protéger et à veiller sur elle. Même bébé, Athanasia avait conscience de son avenir et savait que des dangers l'entouraient. Bien qu'elle fût incapable de se défendre, elle comprenait qu'elle devait trouver un moyen de changer le cours de son destin. Son plus grand obstacle portait le nom de Cloud, l'empereur, son père, considéré par tous comme un homme d'une puissance incommensurable. Il peut anéantir un royaume à lui seul. Et c'est mon père, pensait la petite princesse avec amertume. 3 années passèrent, et peu à peu, l'atmosphère autour de la fillette devint un peu plus chaleureuse. De nouvelles servantes arrivèrent bientôt pour travailler au palais, toutes charmées par la douceur et la beauté d'Athanasia, désormais âgée de 3 ans. Cependant, parmi elles se trouvait une femme uniquement intéressée par l'argent. Alors que les autres se consacraient à embellir les lieux avec des fleurs et des décorations, cette servante observait en secret, à la recherche d'objets précieux que l'empereur avait achetés pour l'impératrice défunte. Un jour, Athanasia s'approcha d'elle et demanda ce qu'elle cherchait. La servante, la prenant pour la simple fille d'un jardinier, répondit « Montre-moi un endroit où il y a de l'or. » Athanasia pensa en silence. Elle veut juste voler. Puis, avec innocence feinte, elle la conduisit vers les tournesols, les champs de blé et le pain frais, faisant semblant de ne pas comprendre ce qu'elle désirait réellement. Puis, avec une innocence calculée, elle commenta qu'il n'y avait plus de grands trésors dans le palais, mais qu'il restait tout de même des ustensiles ornés de pierres précieuses. La servante fut surprise par l'intelligence de la fillette, croyant qu'elle partageait le même intérêt pour le vol. Ignorant qu'elle se trouvait face à la princesse, lorsqu'elle entra dans la cuisine et commença à remplir des sacs de bijoux et d'ornements, Athanasia s'avança vers l'endroit où ils étaient entreposés et glissa tout dans ses poches. La femme tenta de l'attaquer, exigeant qu'elle restitue les objets, mais la princesse jeta sur elle toutes les décorations et arrangements qu'elles avaient mis en place. Le vacarme attira l'attention des autres servantes qui la surprirent en train d'essayer de nuire à l'enfant. Elle fut rapidement expulsée du palais. Cependant, Athanasia savait que ce n'était pas le fruit du hasard. Elle pensa « Si je n'avais pas agi ainsi, Liliane aurait été attaquée ce soir. » En effet, dans sa vision du futur, la même servante avait tenté de voler et de poignarder Liliane. Tout avait donc été fait intentionnellement, et Athanasia garda les bijoux récupérés pour elle-même. Elle réfléchit qu'elle en aurait besoin dans son avenir, consciente du destin cruel qui l'attendait. Pendant ce temps, Cloud poursuivait ses devoirs d'empereur. Félix, son assistant, lui rapporta que quelqu'un avait tenté de s'introduire dans la maison de sa fille et que celle-ci avait réussi à repousser la menace. Il s'attendait à une réaction du souverain, mais Cloud resta impassible. Dans un autre lieu lointain, un homme sentit que quelque chose changeait dans le destin de l'Empire Ovelia et que la source de cette perturbation se trouvait au palais. Grâce au livre, Athanasia comprit qu'elle n'était qu'un personnage secondaire dans cette histoire. Dans ses rêves, elle savait déjà qu'elle rencontrerait son père lorsqu'elle aurait 8 ans. « Il sera le seul membre de ma famille qui me restera »,
pensa-t-elle. À partir de ce moment, elle commença ses efforts pour lui plaire, aspirant à être à ses côtés. Cependant, sans magie, cet objectif semblait inatteignable. Le pire viendrait à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle serait présentée à la société. À ce moment, elle découvrirait une vérité douloureuse. Son père avait également une autre fille, nommée Jeannette. Elle était une princesse gracieuse, charmante, possédant une élégance naturelle et des pouvoirs magiques. Peut-être avait-elle même, à un moment donné, reçu l'amour de leur père. Précisément pour ces raisons, la petite Athanasia ne voulait pas subir un destin cruel, ni être rejetée ou exilée. Ainsi, avant son 8e anniversaire, elle avait soigneusement amassé toutes les pièces et tous les bijoux qu'elle pouvait économiser, pensant que, lorsque le moment viendrait, elle pourrait fuir son père et vivre en paix. Dans ses plans, elle ne serait pas seule. Lilium l'accompagnerait également, la soutenant, et ensemble, elles emporteraient tous les trésors qu'Athanasia avait accumulés depuis son enfance. Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, elle se retrouva avec les doigts tachés de chocolat. Comme elle profitait toujours des occasions pour demander des sucreries et des desserts aux servantes, ce n'était pas seulement pour le plaisir, mais aussi parce qu'elle y cachait des gemmes et des bijoux dans les ustensiles de cuisine. Après avoir mangé, elle alla à une fontaine pour se laver les mains et y vit son propre reflet. Son visage ressemblait fortement à celui de sa mère, mais ses yeux étaient ceux de l'empereur. Des yeux qui brillaient comme des pierres précieuses. Peut-être est-ce précisément parce que je n'ai hérité que de l'apparence et non de la magie que mon père me méprise, pensa Athanasia. Peut-être me déteste-t-il pour cela, songea-t-elle en silence. En traversant la forêt, elle arriva à un endroit où elle cachait ses bijoux, effrayant involontairement un écureuil de passage. En continuant son chemin, elle trouva un lieu qui ne ressemblait en rien au palais de Ruby où elle vivait. C'était comme une vaste salle vide, semblable à un coffre-fort. De retour au palais, Athanasia entendit des servantes raconter que Sa Majesté l'Empereur avait ordonné l'inspection de chaque pièce après l'incident avec la servante qui avait tenté de le voler. Elles ajoutèrent qu'elles chercheraient dans chaque recoin de la chambre de la princesse, là où elle conservait ses précieux trésors. Inquiète, Athanasia décida d'agir rapidement. Elle mit les bijoux sur elle et se dirigea vers la forêt pour les cacher avec le reste. Cependant, à son arrivée, elle trouva le même écureuil en train de creuser, essayant de déterrer ce qu'elle avait enterré. « Je ne peux pas perdre ça », pensa-t-elle, lui tendant une cacahuète pour le distraire, puis elle courut chercher un autre endroit pour cacher ses trésors. Arrivée à nouveau dans l'endroit qui ressemblait à un coffre-fort, elle décida d'y laisser tous ses biens. En avançant plus profondément, elle découvrit de petites figurines dorées en forme de chérubins. Pourraient-elles être en vrai or ? Se demanda-t-elle, courant vers elle et mordant même l'une d'elles pour vérifier. C'est à ce moment qu'elle se retrouva face à face avec Cloud, l'empereur, son propre père. C'était la première fois qu'il la voyait depuis si longtemps, et il remarqua immédiatement la ressemblance avec l'impératrice. Pour Athanasia, ce fut un choc. Je n'étais pas censée le rencontrer avant mes 8 ans. Que se passe-t-il ? pensa-t-elle, effrayée. Cloud n'était pas un homme bienveillant, et son expression ne laissait rien présager de ce qu'il allait faire ensuite. Félix, qui se trouvait à proximité, parut inquiet en voyant la petite fille devant le souverain. L'empereur tenta de se souvenir de son nom, celui qu'il avait entendu des serviteurs au moment du décès de l'impératrice. S'approchant d'Athanasia, il surprit tout le monde en déclarant presque d'un ton désinvolte qu'elle était potelée, en lui pinçant fermement les joues. Il ordonna ensuite à Félix de préparer du thé, car il allait prendre le thé avec sa fille. On lui servit quelque chose de sucré, mais Athanasia resta figée, choquée. Pour elle, cet homme était celui qui, dans le futur, la détesterait, l'exilerait et la condamnerait pour sorcellerie. Ce qu'elle voyait devant elle semblait impossible. Cloud, de son côté, l'observait en silence, hésitant, se demandant si elle serait capable de parler. « Oui, je peux », répondit timidement Athanasia, tandis que Félix expliquait que les jeunes enfants pouvaient se sentir timides face aux étrangers. Furieux, Cloud renvoya Félix afin de rester seul avec sa fille. L'empereur commenta alors son nom. Il dit qu'Athanasia était un nom grandiose, chargé de significations telles que l'éternité et l'immortalité, digne des héritiers du trône. « Même moi, je n'ai pas reçu un nom aussi imposant », confessa-t-il.
se rappelant que ce n'était pas son fils destiné à hériter du pouvoir, mais plutôt son frère, le véritable successeur, devenu tyran. Cloud l'avait assassiné et, par conséquent, avait pris le trône. Cela le tourmentait profondément, car bien qu'il fût empereur, il ne possédait pas un nom aussi noble que celui de ses propres filles. En pensant à Diana, l'impératrice, son expression changea, se souvenant de la manière dont elle avait choisi le nom Athanasia. Il demanda qui lui avait appris à se comporter ainsi, et la fillette répondit que c'était Lilium. Cloud révéla alors qu'il se souvenait du jour où Lilium était venu en courant vers lui, demandant la permission de s'occuper de la princesse, ce qu'il avait accepté. Peu après, l'empereur posa une question directe. Il voulait savoir si Athanasia savait qui il était. Confuse, elle ne sut comment répondre. « Dois-je l'appeler votre majesté ? Père ?» Sans trop réfléchir, elle laissa échapper d'une voix douce qu'il était son père. « Oh, j'ai fait une bêtise. Il doit me punir pour cela, » pensa-t-elle, affolée. Mais la réaction de Cloud fut inattendue. Ses yeux brillèrent, comme s'il avait pris plaisir à entendre sa fille l'appeler ainsi. Félix conduisit finalement Athanasia de retour auprès des serviteurs qui la cherchaient avec empressement. Il informa tout le monde que Sa Majesté souhaiterait sûrement la revoir, ce qui surprit les serviteurs. Peu après, Athanasia et Lilium furent convoqués auprès de Cloud, qui remercia la servante d'avoir pris soin de la fillette toutes ces années. Athanasia, intérieurement, n'en croyait pas ses yeux. Il ne s'est jamais soucié de moi. Comment peut-il agir ainsi maintenant ? Elle pensa, repensant constamment à l'avenir qu'elle connaissait. Mais dans le présent, Cloud affirma qu'il ne pouvait plus se consacrer pleinement à elle à cause des responsabilités du trône et que désormais, elle vivrait à ses côtés, sous sa protection, comme une véritable princesse. La nouvelle réjouit tous ceux qui l'entouraient, sauf Athanasia elle-même, qui continuait à croire que son père était un démon déguisé. À partir de ce moment, sa routine changea. Chaque jour, elle prenait le thé avec Cloud, recevait le traitement digne de sa position et était accompagnée de servantes attentionnées. Pourtant, au fond d'elle, son désir restait le même. Avant d'avoir 8 ans, elle s'échapperait de cet endroit avec tout ce qu'elle avait amassé. Cloud, de son côté, se montrait de plus en plus intrigué par sa fille. Il découvrit qu'elle aimait les objets brillants et commença à se rapprocher d'elle. Ainsi commencèrent les journées où Athanasia rendait visite à son père. Nerveuse en sa présence, elle commettait de petites maladresses, lâchant des gestes embarrassants qui, malgré eux, semblaient charmants. Cloud ne la grondait pas, ne la blâmait pas. Au contraire, il semblait prendre plaisir à ces moments, et c'est alors qu'une étincelle d'espoir naquit en Athanasia. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, son père finirait par l'aimer. Puis vint l'invitation pour une promenade au lac. Lilium prépara Athanasia avec soin, la rendant encore plus belle. Avec Félix à leur côté, elles retrouvèrent Cloud, qui, en la voyant, commenta qu'elle avait l'air de plus en plus en bonne santé et bien nourrie. Pour n'importe quelle princesse plus âgée, cela aurait pu être offensant, mais pour Athanasia, qui n'avait que 5 ans, cela sonnait encore comme un compliment. La fillette ne savait jamais vraiment comment se comporter en sa présence, mais elle finit par lui dire qu'il était lui aussi très beau. Chaque fois qu'elle prononçait une remarque pareille, ou simplement qu'elle s'adressait à lui, tout le monde autour se tendait, observant le regard froid et lourd que Cloud posait sur elle. Pourtant, la journée semblait empreinte d'une atmosphère particulière. Ils restèrent dans le jardin, entourés de fleurs, et Athanasia savourait chaque instant, se sentant heureuse jusqu'au moment d'embarquer dans la petite barque. Réservée uniquement pour elle et Cloud, elle ressentait au fond d'elle une certaine peur. Après tout, elle ne savait pas nager. Félix tenta de la rassurer, affirmant qu'il ne pouvait rien lui arriver tant qu'elle serait aux côtés de son père. Cependant, il regretta ses paroles en voyant Cloud tenir la fillette comme si elle était un fardeau, sans la moindre délicatesse. L'atmosphère devint inconfortable. Il ne trouvait pas les mots justes, mais en voyant les mèches dorées de Cloud onduler au vent, Athanasia commenta timidement que ses cheveux étaient éclatants et très beaux, ajoutant qu'elle les aimait aussi. Au fond d'elle, la fillette reconnaissait qu'il était véritablement beau, d'un blond miel profond, mais en même temps, elle ne pouvait effacer de sa mémoire le fait que ce serait lui, son père, qui la condamnerait un jour à l'exil. Silencieusement, elle se demandait comment cette barque se mouvait sans rame,
jusqu'à ce qu'elle remarque que Cloud semblait la diriger par la magie. Lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, elle découvrit qu'il avait des yeux d'un bleu incroyable, clairs comme 2 saphirs, et elle se demanda si les siens seraient semblables. Soudain, un petit lotus lumineux attira son attention. Elle en sentit même une douce fragrance. Elle voulut tendre la main pour le toucher, mais en se penchant trop sur le bord, elle perdit l'équilibre et tomba à l'eau. En quelques secondes, des algues et des plantes aquatiques s'enroulèrent autour de son corps, l'entraînant vers les profondeurs. Athanasia crut que c'était peut-être la fin, même si elle connaissait déjà l'issue de son histoire. Pourtant, dans son cœur, le désir persistait, que son père plonge pour la sauver. Elle se rappela que s'accrocher à l'espoir pouvait être vain. Et pourtant, c'est Cloud qui sauta dans le lac et la secourut. Il la tira hors de l'eau d'une poigne ferme et, grâce à sa magie, lança un sort qui assécha ses vêtements. Ce n'était pas fait pour lui faire du mal, seulement pour la protéger. Son expression trahissait de l'irritation, non pas contre elle, mais contre toute la situation. Peu après, il déclara à Félix que le lendemain, il apprendrait à sa fille à nager, car il n'aurait aucun sens de la laisser à la merci d'un tel danger. Félix resta silencieux, conscient du poids de ses paroles. Pourtant, Cloud semblait également porter quelque chose de sombre en lui, une sorte de fardeau magique qui l'affectait encore d'une manière inconnue. Après cette frayeur, Athanasia tomba malade. Elle eut de la fièvre, mais Lilium s'occupa d'elle et lui expliqua que les lotus étaient magiques et qu'ils trompaient souvent leurs victimes, les attirant au fond du lac par des illusions. Confuse, Athanasia demanda pourquoi de telles choses dangereuses existaient, et Lilium expliqua que seules les personnes sans magie étaient affectées. Puis Athanasia comprit enfin. Le problème, c'est qu'elle est la plus fragile. Cette même nuit, Cloud revient au lac. Il s'avance jusqu'au centre, là où flottent les lotus, et fait face à une présence étrange, qui n'est pas vraiment une créature, mais qui lui présente l'image de Diana, la mère d'Athanasia. Dans l'esprit de Cloud, il est clair qu'il a tenté de réprimer ses sentiments depuis la mort de Diana, effaçant toute émotion. Cependant, maintenant qu'il vit avec sa fille, il se rend compte qu'il ne ressent aucune haine. Félix assiste également à la scène, mais Cloud reste maître de lui-même, refusant de laisser l'entité lui nuire. Il se contente de déclarer qu'il y a des affaires à résoudre. Le lendemain matin, une servante se précipite dans la chambre d'Athanasia pour annoncer l'arrivée de nombreux nouveaux domestiques. Lorsqu'ils sortent, ils trouvent tout un groupe rassemblé, déclarant que dorénavant, ils serviront tous la princesse. Pour couronner le tout, Félix s'agenouille devant elle et peu après, on nous en révèle un peu plus sur ce qui s'est réellement passé entre Claude, l'empereur, et Diana, comme certains préfèrent encore l'appeler. Pour l'instant, la petite Athanasia rêve d'un visage familier, sans parvenir à se souvenir clairement de qui il s'agit. À son réveil, elle se rend compte qu'elle est portée dans les bras de Félix, qui lui explique que Sa Majesté souhaite prendre le petit déjeuner avec elle. La fillette s'interroge. Pourquoi l'empereur, un homme aussi important, n'est-il entouré d'aucun soldat? Et pourquoi même Félix semble-t-il la protéger avec tant de dévouement? Félix se contente de lui répondre que Claude n'a pas besoin de garde, car il fait confiance à sa propre magie. Puis il change de sujet. Bientôt, ils arrivent aux appartements impériaux. Félix lui confie que Claude serait sûrement ravi d'être réveillé par sa petite fille en ce beau matin de printemps. Athanasia, nerveuse, se dit que réveiller l'empereur est une immense responsabilité et craint les conséquences. Elle observe la chambre avec curiosité avant de rassembler son courage pour s'approcher de Claude. Son regard s'attarde sur une grande carte entièrement faite d'or, dont les détails la fascinent. En levant les yeux, elle aperçoit l'empereur endormi dans un fauteuil et non dans son lit, ce qui la surprend. Tout près de lui, un portrait attire son attention. Lorsqu'elle fixe la peinture, elle a l'impression que cet homme ressemble étrangement à la silhouette qui, dans ses rêves, l'avait bannie. Doucement, elle s'avance, songeuse, et se dit qu'elle tient peut-être là une occasion de se venger, ne serait-ce que pour s'amuser un peu. Amusée par sa propre audace, elle effleure le visage de l'empereur et tire doucement sur ses joues, ravie de constater qu'il dort profondément. Mais lorsqu'elle remarque qu'il commence à s'éveiller, elle fredonne une berceuse, espérant qu'il se rendorme. Son plan fonctionne. Claude reste paisiblement assoupi. Plus tard, il se réveille, les joues encore rosies, se souvenant de ce que la petite a fait. Gênée,
Athanasia tente de détourner la conversation en commentant que le palais regorge de choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Claude, esquissant un léger sourire, lui dit qu'elle a désormais le droit d'explorer tout ce qu'elle souhaite. À cet instant, Félix entre dans la pièce et annonce qu'un noble souhaite obtenir une audience avec l'empereur et avec la princesse. Claude accepte, mais décide de régler d'abord cette affaire lui-même. Distraite, Athanasia entend Claude lui dire qu'elle devra prendre le petit déjeuner avec lui chaque matin, ce qui la surprend, puisqu'il venait tout juste de lui accorder la liberté de se promener où bon lui semble. Athanasia commence à explorer le palais à la recherche d'un portrait de sa mère. Dans ses rêves, l'image de Diana lui apparaît souvent, mais son visage demeure toujours flou, ce qui la trouble profondément. En errant dans les longs couloirs, la fillette découvre de nombreux portraits anciens, magnifiquement détaillés, mais aucun ne représente la femme qu'elle cherche. Après de longues recherches, elle atteint une salle reculée où un tableau repose sous un grand drap. Lorsqu'elle le soulève, elle lit le nom de sa mère gravé sur le cadre, mais la peinture est brûlée. Seules quelques parties du visage et de la robe demeurent visibles. Le cœur serré, Athanasia se dit avec tristesse que son père a peut-être ordonné la destruction de tout ce qui pouvait lui rappeler Diana. Alors qu'elle se perd dans ses pensées, des voix s'élèvent dans le couloir. Des nobles bavardent d'un ton venimeux. Ils insinuent que le roi songe déjà à prendre une nouvelle reine et se moquent du fait qu'Athanasia soit dépourvue de magie. L'un d'eux, d'un ton sarcastique, ajoute que si l'empereur a déjà eu une reine danseuse, alors n'importe qui peut s'asseoir sur le trône. À cet instant, Claude apparaît devant eux, le regard glacial. Les trois nobles se prosternent aussitôt. D'une voix ferme, il leur ordonne de ne plus jamais prononcer le nom de Diana. Athanasia, qui observe la scène de loin, frissonne. Elle comprend que ce nom réveille chez son père une douleur immense. Plus tard, elle retourne dans sa chambre, les yeux rivés sur le tableau brûlé, se demandant qui sa mère était réellement. Fatiguée, elle décide de se reposer et, se souvenant de la berceuse qu'elle chantait pour endormir son père, elle la fredonne doucement jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, Athanasia se lève de bonne heure, car elle doit de nouveau partager le petit déjeuner avec Claude. Elle entre dans la salle avec une démarche assurée, tentant d'afficher une confiance parfaite. Lorsqu'elle aperçoit son père, elle lui adresse un sourire et une révérence élégante, ce qui ravit les servantes. Claude, lui, reste silencieux. Durant le repas, c'est la petite qui parle presque tout le temps, tandis que l'empereur se contente de l'observer. Athanasia se demande en silence si son père se lasse de l'écouter ou si son mutisme vient du souvenir de sa mère. Finalement, elle remarque le thé qu'il boit d'habitude et demande si elle peut y goûter. Félix tente de l'en dissuader, expliquant que la boisson est trop forte pour elle, mais Claude ordonne calmement qu'on lui en prépare une tasse. En goûtant le thé, Athanasia ferme les yeux et dit que la saveur lui donne l'impression que des fleurs éclosent dans sa bouche. Cette remarque fige Claude pendant un instant, car c'était exactement les mêmes mots que Diana lui avait dit autrefois, sans le vouloir. L'empereur change aussitôt de sujet, et Athanasia comprend qu'elle a peut-être dit quelque chose de déplacé, sans savoir pourquoi. Plus tard, encore attristée, la fillette brûle quelques dessins qu'elle avait faits de sa mère. Les cendres sont emportées par le vent, mais quelqu'un, caché dans l'ombre, recueille chaque fragment. Les jours passent, et Claude cesse d'apparaître au petit déjeuner. Athanasia perd peu à peu l'appétit et évite la table. Un jour, alors qu'elle marche dans les couloirs, elle entend Félix parler avec Liliane. Il dit qu'il est normal que la princesse veuille en savoir plus sur sa mère, puisque tout ce qui la concernait a été détruit dans le palais. Félix ajoute qu'il compte demander à Claude d'utiliser sa magie pour montrer à la jeune fille ses propres souvenirs de Diana. En entendant cela, Athanasia accourt vers eux et les supplie de ne pas le faire. Effrayée, elle dit qu'elle ne veut pas que son père la déteste à cause de cette histoire. Félix s'agenouille et lui dit doucement que l'empereur n'a jamais haï ni elle ni Diana et qu'il avait promis à la reine de protéger sa fille. Pour le lui prouver, il lui montre pourquoi Claude n'a pas besoin de garde. Le palais de Barnet est protégé par une puissante barrière magique, impossible à franchir pour quiconque nourrit de mauvaises intentions. Il lance un sort afin qu'Athanasia puisse voir la coupole lumineuse qui enveloppe tout le lieu. Il lui explique que seules 2 personnes peuvent y entrer librement. Athanasia et l'ancienne reine, car Claude leur faisait entièrement confiance. La fillette se demande alors, troublée, pourquoi il refuse d'entendre parler de Diana.
Pendant ce temps, l'empereur, seul, réfléchit. C'est lui qui avait ramassé les cendres des dessins que sa fille avait brûlés, et, grâce à sa magie, il les a entièrement restaurés. Il contemple les portraits recréés et pense qu'il lui faudrait encore une année pour l'oublier, pour oublier Diana. La raison, cependant, demeure un mystère. À ce moment-là, Athanasia entre dans la pièce, encouragée par Félix, qui lui avait dit que son père serait heureux de la voir. La fillette s'avance timidement, disant qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et que sa présence lui manquait. Elle s'excuse de le déranger, mais ajoute qu'elle voulait simplement le voir. Claude la regarde en silence, et alors qu'elle songe à reculer, il la prend doucement dans ses bras et murmure qu'elle devient plus audacieuse, tout comme sa mère. Athanasia sourit, sans comprendre pleinement le sens de ses paroles, tandis que Claude se contente de la serrer contre lui, gardant ses pensées pour lui-même. Avec précaution, il la guide jusqu'au lit, remarquant qu'elle n'avait sans doute pas bien dormi durant la nuit. Puis il s'allonge à ses côtés et lui demande de chanter la même chanson qu'il avait entonnée plus tôt, expliquant qu'il veut rester éveillé au moment où elle décidera de se venger en lui pinçant le visage. Athanasia hésite un instant et répond qu'elle a déjà oublié la mélodie. Mais Claude, esquissant un léger sourire et d'un ton taquin, lui rappelle que mentir au roi serait considéré comme un crime. Face à cela, elle soupire et commence à chanter, tandis qu'il utilise discrètement sa magie pour transformer la chambre en un décor paisible et chaleureux, baigné d'une lumière douce qui invite au sommeil. Alors que sa voix emplit l'air, Claude l'observe simplement, en silence, ressentant une paix rare. Peu à peu, il lance un sort qui lui permet de projeter certains de ses souvenirs, et Athanasia commence à les voir comme si elle en faisait partie. Dans les images qui apparaissent, elle aperçoit sa mère, souriante et rayonnante, bien plus belle qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Claude contemple lui aussi ses souvenirs et réalise, une fois encore, combien il a toujours été un homme réservé, au regard grave et distant. La chanson s'éteint peu à peu et la pièce devient encore plus calme. En quelques instants, tous deux s'endorment côte à côte, enveloppés d'un silence doux et protecteur. Ainsi se termine le 4e chapitre de « La princesse enchantée ». On souhaitait alors attribuer un camarade d'études à la jeune protagoniste, puisque ses pouvoirs ne s'étaient pas encore éveillés, et le duc proposa aussitôt son propre fils. Ce dernier était très intelligent et avait 3 ans de plus qu'elle. Dans les rêves de la jeune fille, c'était lui qui avait présenté une autre demoiselle comme la future héritière du trône, et qui s'était servi d'elle pour gravir les échelons de la hiérarchie. De plus, son unique fils nourrissait apparemment des sentiments pour cette même fille. Puisque le présent avait changé, la protagoniste imaginait qu'il souhaitait désormais se rapprocher d'elle afin d'assurer une meilleure position. Avant qu'ils ne puissent continuer, elle les interrompit immédiatement. Elle avait tout entendu. Elle reconnut que le fils du duc était talentueux, qu'il lisait des livres de sociologie et de magie, mais pensa pour elle-même qu'elle avait déjà tout étudié seule. Elle ne voulait pas d'un ami stupide. Elle croyait que personne ne pouvait égaler ses connaissances. Cependant, il possédait de la magie, un coup bas. Elle pensa que cela suffisait. Ils décidèrent de laisser ce sujet pour un autre jour. Aeolus possédait un planétarium spécial, capable de mesurer la quantité de magie contenue dans une personne. Plus le potentiel était grand, plus il tournait rapidement. Le sien, en revanche, restait immobile. Son père détenait un pouvoir immense, et sa mère avait été une danseuse qui utilisait la magie dans chacun de ses mouvements. Alors comment se pouvait-il qu'elle n'ait aucun don? 2 ans plus tard, tandis que la servante achetait des fruits de grande qualité, tout le monde commentait que son père aimait tant la princesse qu'il avait fait construire une bibliothèque rien que pour elle. Il était plus que clair qu'elle hériterait du trône. C'est alors qu'une figure mystérieuse apparut. Il comprit que la servante n'aurait pas dû être en vie. Son destin avait été réécrit. Bientôt, le garçon agaçant réapparut. 2 ans plus tard, il s'inquiétait que la princesse n'ait toujours pas de camarade de classe. Il dit qu'il avait quelqu'un en tête, une fille du même âge. Il l'avait lui-même éduquée. C'était la jeune femme venue du futur, celle qui prendrait sa place. Depuis son enfance, elle avait étudié et possédait une vaste connaissance des lois. Le plan supposé était que cette nouvelle élève approche la protagoniste pour rencontrer son père. Mais la princesse n'avait pas besoin d'aide pour la loi. Elle savait déjà tout par cœur. Elle répéta dans ses pensées
Article 1. L'usage de la magie noire est interdit. Article 2. Il faut être juste et ne pas profiter des faibles. Article 3. Il faut être bienveillant et aider ceux qui sont dans le besoin. Article 4. Il faut être loyal envers l'empereur et ne jamais le tromper. Elle était une véritable érudite. Elle croyait que sa camarade devait comprendre la magie, l'histoire et de nombreux autres domaines. Pour le lui faire comprendre, elle lui tendit un livre non traduit, mais qu'elle avait elle-même traduit dans sa langue. Et d'une voix basse, elle murmura qu'elle ne voulait pas d'amis stupides. Avant de se rendre au jardin, elle reçut de son père le livre qu'elle désirait tant. Il avait été écrit par un magicien dont le nom avait été effacé. Contenant de nombreux sorts anciens, son père l'avertit que le livre renfermait un enchantement capable d'éveiller les pouvoirs magiques. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais il voulait tenter l'expérience. Le livre commença à bouger, et elle rencontra l'homme mystérieux. Il avait enfin trouvé la fille capable de manipuler le destin. Cependant, comme elle n'était encore qu'une enfant, elle pensa qu'il devait se tromper. La jeune fille aux cheveux rouges s'approcha et, en un seul geste, le repoussa et le manipula. C'était le magicien le plus puissant du monde. Avant de partir, il lui donna un conseil. Ne jamais réciter le sort jusqu'au bout, car cela serait extrêmement dangereux. La jeune fille aux cheveux rouges ne se souvenait de rien après cela et, poussée par la curiosité, dit à son père qu'il devrait trouver une amie de son âge pour la princesse. La protagoniste vivait entourée d'adultes et n'avait personne en qui avoir confiance. Elle devait se sentir seule. Elle pensait, au fond, qu'ils étaient tellement inutiles qu'ils ne pouvaient même pas la contrôler, puisque chaque matin, elle allait prendre le thé. Encore une fois, la table était couverte de gâteaux, et cette fois, elle pouvait manger des chocolats. Cependant, ceux qu'elle avait cachés dans la cuisine avaient mystérieusement disparu. Sur suggestion de la jeune fille aux cheveux rouges, son père demanda si elle voulait avoir une amie de son âge. Si elle acceptait, il en choisirait une, mais elle répondit qu'elle n'en avait pas besoin, car elle avait déjà des amis et des gâteaux. Elle voulait seulement vivre en paix jusqu'à ses 18 ans. Cependant, pour changer son propre avenir, elle savait qu'elle devrait maîtriser la magie. Ignorant l'avertissement de l'homme mystérieux, elle activa de nouveau le sort, libérant certaines chaînes du livre. Puis apparut la figure inconnue qui voulait savoir si ses yeux appartenaient à la famille impériale. Ceux qui avaient des yeux comme les siens étaient morts 400 ans auparavant. Le présent empereur était son père. On disait que les personnes aux yeux semblables à des bijoux possédaient une magie puissante, mais elle n'en avait aucune. Alors, comment avait-elle réussi à tordre les fils du monde? Il ne souhaitait pas révéler la vérité et la plongea dans le sommeil. Pourtant, elle ne renonça pas à vouloir savoir. Il allait l'éliminer lorsqu'un nuage apparut et la sauva. Terrifiée, elle tenta de lancer un sort et, à sa grande surprise, un bouclier se forma devant elle. Elle se sentit heureuse, mais sa vision commença à s'affaiblir. La dernière image qu'elle vit fut celle de son père avec des bottes tachées de sang. Comment cela pouvait-il être? Voir sa fille souffrir fit naître une obscurité qui s'enroula autour du cœur de Claude. Pris de panique, il ordonna qu'on lui amène immédiatement un mage guérisseur. Après avoir examiné Athanasia, le premier mage déclara que sa maladie était étrange. Il ne trouvait aucune anomalie apparente. D'autres guérisseurs furent alors appelés, mais aucun ne put trouver la cause de son mal. Félix supplia Claude de se reposer, mais celui-ci refusa obstinément. Soudain, une vive douleur lui transperça la poitrine. C'est alors qu'un petit magicien entra, proposant son aide pour sauver Athanasia. Dans son sommeil, la fillette crut entendre la voix douce de sa mère qui chantait pour elle, et peu à peu, la douleur s'effaça. Quand elle reprit conscience, elle reconnut le petit magicien devant elle. C'était Lucas. Elle fit semblant de dormir encore, mais il la taquina en lui demandant si elle voulait qu'un baiser de prince la réveille. Elle en eut les larmes aux yeux et cria pour qu'on vienne la sauver. Comme si cracher du sang n'était pas déjà assez terrible, voilà qu'elle devait maintenant affronter celui qui en était la cause. Pourtant, elle remarqua bientôt que la douleur dans sa poitrine avait disparu. Lucas lui annonça calmement qu'il lui avait sauvé la vie. Sans son intervention, son cœur aurait littéralement explosé. Hattie, confuse, demanda si elle avait un problème cardiaque, mais Lucas, lui, attendait simplement un « merci ». C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il était bien plus petit qu'avant.
Claude, Félix et Liliane entrèrent alors dans la chambre, soulagés de voir la princesse enfin éveillée. Liliane, les larmes aux yeux, remercia le ciel. Elle avait prié tout le mois pour ce miracle. Claude prit sa fille dans ses bras et lui demanda doucement si elle ressentait encore la moindre douleur. Heureusement, non. Juste avant qu'elle ne puisse révéler l'identité de Lucas, celui-ci prit la parole. Il expliqua que le traitement avait épuisé les dernières réserves de son énergie. Selon lui, une immense force magique s'était soudainement éveillée en la princesse et avait déchaîné son pouvoir, ce qui l'avait plongée dans le coma. Lucas avait réussi à drainer l'excès d'énergie en la faisant circuler à travers son propre corps. Il affirma que la magie d'Athanasia possédait une pureté rarement observée à Aubelia et qu'elle avait le potentiel de devenir la souveraine la plus puissante de l'histoire du royaume. Félix et Liliane se réjouirent en apprenant que la princesse avait enfin éveillé sa magie. Mais Lucas les avertit. Comme elle était encore en pleine croissance, un tel incident pourrait se reproduire. Il trébucha, et tandis que Claude s'approchait pour l'aider, Lucas utilisa sa magie afin de remonter la trace de celui qui avait altéré le cours du destin. Après cela, il continua de feindre l'épuisement, comme si toute sa force l'avait quitté. Claude, impressionné par son dévouement, lui promit qu'il serait récompensé un jour. Mais pour l'instant, il lui demanda de rester au palais afin de poursuivre le traitement de la princesse. En voyant le léger sourire de Lucas, Athanasia comprit aussitôt qu'il jouait simplement la comédie. Claude décida alors que sa fille serait transférée au palais d'Émeraude. Ce palais avait été habité par les princesses d'Aubelia depuis des générations. Dans les souvenirs d'Ati, ceux de son rêve, c'était pourtant Jeannette qui y vivait, tandis qu'elle-même restait enfermée au palais de Ruby. À présent, le destin semblait différent, mais Ati ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il adviendrait d'elle si Jeannette venait à apparaître. Pour l'heure, elle avait d'autres soucis. Elle essaya d'utiliser l'appareil magique céleste pour mesurer ses pouvoirs, mais l'instrument resta muet. Agacée, elle traita Lucas de charlatan, soulignant que l'appareil ne réagissait même pas. Lucas répliqua calmement qu'il ne mentait pas, quelqu'un avait scellé ses pouvoirs. C'était d'ailleurs grâce à ce sceau qu'elle n'avait pas explosé en essayant de forcer sa magie à se manifester. Puis, d'un ton faussement vexé, il ajouta qu'elle devrait lui être un peu plus reconnaissante puisqu'il avait éliminé pour elle l'excédent d'énergie magique. Ati, toujours méfiante, lui demanda pourquoi il prétendait être un enfant. Lucas répondit qu'il avait dormi pendant 400 ans et qu'avec la quantité d'énergie magique dont il disposait désormais, sa taille adulte n'était plus efficace. Il se montra irrité en voyant à quel point elle le détestait. Il était sensible, n'aimait pas être haï et expliqua que s'il était blessé, il ne pourrait pas gaspiller d'énergie à vérifier l'état des autres, surtout celui d'une fille qui risquait d'exploser et de mourir à tout moment. Mais Ati restait persuadée qu'il simulait sa faiblesse juste pour obtenir des repas gratuits. Elle l'accusa même de lui voler sa magie et ses chocolats. Lucas ne nia pas vraiment la partie sur la magie, mais il pointa du doigt une petite créature qui, justement, chapardait des chocolats sur la table. Il lança un couteau dans sa direction, la forçant à révéler sa vraie forme, une adorable créature étrange, mi-chat, mi-renard, un peu comme un évoli. « C'est un chat? Un renard? Qui peut le dire ?» pensa Ati, intriguée. Elle demanda à Lucas de l'épargner, et la petite bête courut aussitôt vers elle. Ati la reconnut. C'était le même être qui l'avait sauvée dans la forêt. Lucas expliqua alors qu'il s'agissait d'une bête divine, née de l'énergie magique débordante qui s'était échappée d'elle. Elle décida alors de le nommer Raven, mais Lucas la prévint aussitôt de ne pas trop s'y attacher. Raven était la raison pour laquelle elle avait craché tant de sang. Il expliqua que Raven n'était rien d'autre qu'une masse solide formée de son énergie magique. Chaque fois qu'elle le touchait, une partie de cette énergie retournait dans son corps, provoquant un déséquilibre violent qui la faisait souffrir. S'il venait à se reproduire la même chose, dit-il gravement, elle en mourrait. Cependant, sa magie finirait forcément par déborder de nouveau, et elle devait apprendre à la maîtriser. Elle commença donc des leçons auprès d'un professeur spécialisé. Mais la magie flottante qu'elle parvenait à créer se dissipait toujours trop vite. Le professeur, pensif, déclara à Liliane que la princesse avait atteint sa limite et qu'à ce stade, le travail acharné ne suffirait plus. Ces mots attristèrent profondément Athanasia. Elle se demandait comment elle pourrait bien contrôler une force aussi instable. Puis, en voyant Raven, elle le prit dans ses bras, retrouvant un peu de gaieté.
C'est alors que Lucas apparut sur son balcon, lui proposant un marché. Il lui apprendrait à manier la magie à condition qu'elle lui cède Raven. Il se vanta d'être bien plus compétent que tous ses professeurs sans talent. Mais avant qu'elle ne réponde, il lui rendit le petit être, car Claude venait d'entrer dans la pièce. Voyant son père, Hattie cacha aussitôt Raven derrière elle, mais Claude avait déjà remarqué qu'elle dissimulait quelque chose. Lucas prit la parole et expliqua calmement au duc ce qu'était réellement la créature. Il ajouta qu'il valait mieux la garder sous surveillance plutôt que de la tuer, car sinon, l'énergie magique retournerait brutalement dans le corps de la princesse. Face aux yeux suppliants de sa fille, Claude finit par céder. Il accepta qu'elle garde Raven, mais à une seule condition. Elle ne pourrait le prendre dans ses bras qu'1 heure par jour. Par la suite, Athanasia reprit ses exercices de contrôle magique, mais sans succès. Le sceau limitait trop sa puissance, rendant chaque tentative presque impossible. Alors qu'elle réfléchissait à qui pourrait vraiment l'aider, Lucas lança soudain une pomme sur sa tête. Les yeux d'Hattie brillèrent aussitôt. Elle tenta de le convaincre de lui enseigner la magie, mais il refusa, prétendant n'avoir aucune raison de l'aider. Puis, en entendant le ventre de Lucas gargouiller, elle eut une idée. Elle comprit qu'il avait besoin de récupérer de l'énergie magique, et qu'elle, justement, en avait bien trop qui débordait en elle. Elle décida alors de lui proposer un marché. En entrant dans le bureau de son père, elle revit le duc Alpheus et ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas abandonné. Ils évoquèrent l'idée que Jeannette devienne sa camarade d'études, mais Claude lui fit savoir qu'elle était libre de refuser. La princesse choisit cependant d'avoir Lucas comme compagnon d'apprentissage. Lucas commença alors ses leçons, et le premier exercice consistait à contrôler un stylo uniquement avec son esprit. Mais les résultats furent loin d'être concluants. Par la suite, Hattie dut affronter une multitude de leçons écrasantes. Elle trouvait Lucas incroyablement agaçant, mais refusa de renoncer. Après d'innombrables journées, Lucas la trouva un soir endormie dans la bibliothèque, le stylo flottant inconsciencieusement à côté d'elle. Il lui demanda pourquoi elle travaillait si dur, et Hattie répondit que c'était naturel lorsqu'on risquait sa vie. Elle ne voulait pas seulement survivre. En pensant au moment où elle avait glissé une fleur de ses cheveux dans ceux de son père, Hattie désirait rester sa fille la plus aimée. Cette nuit-là, Félix remit à Claude des documents prouvant que Lucas était un magicien de la maison impériale. Bien que les sorciers de sa génération se souvenaient de son nom, ils ne savaient rien d'autre à son sujet. Grâce à la magie, Claude découvrit que Lucas venait d'Aug, et il crut alors que le magicien n'était pas dangereux. Félix commenta que l'amour de Claude pour sa fille avait grandi, et, contemplant le ciel nocturne, Claude se demanda si c'était cela, l'amour véritable. Quoi qu'il en soit, Athanasia pensait qu'en travaillant dur, elle pourrait y parvenir. Mais elle se trompait complètement. Elle trouva que Lucas manquait cruellement de sens des responsabilités. Il lui demanda si elle voulait toujours qu'il lui enseigne chaque petit détail, mais ce n'était pas cela. Le problème était qu'elle était encore novice en magie et qu'elle souhaitait qu'il soit plus bienveillant avec elle. Lucas expliqua alors que la magie consistait à utiliser son énergie magique pour activer les éléments nécessaires. Avant d'y parvenir, il fallait d'abord se familiariser avec ces éléments. Ses tentatives précédentes avaient été des échecs retentissants, et il riait d'elle en la qualifiant ironiquement de génie de bien des manières. Athanasia se plaignit qu'il la faisait toujours travailler sans jamais rien faire lui-même. Il lui répondit que l'énergie magique était innée et que chacun l'utilisait différemment. D'un simple claquement de doigts, il versa une tasse de thé et arrangea les coussins sur le canapé. C'était ainsi qu'il pratiquait la magie, et Athanasia devait apprendre à le faire par elle-même, sinon elle ne pourrait jamais en faire véritablement sienne. Il refusa de lui enseigner l'astuce de base, et toutes ses explications lui semblaient vagues. Elle demanda quelques précisions, mais il voulut d'abord qu'elle admette qu'elle était idiote. Elle n'avait aucune intention de faire cela. Pendant le déjeuner avec son père, elle se concentra sur sa grenade, essayant de la faire éclater mentalement, et se rendit compte à quel point c'était épuisant. Claude lui conseilla de ne pas se stresser, et plutôt de réfléchir à une autre manière de gérer son problème d'énergie magique. Déterminée, elle décida de trouver la solution par elle-même. Ses longues séances d'études l'épuisaient tellement que le livre finissait parfois par tomber sur son visage. Lucas la réprimanda en disant qu'elle avait de si mauvaises manières pour une princesse, mais elle accusa sa méthode d'enseignement. Il expliqua alors que c'était ainsi que l'on enseignait la magie, comme il y a 400 ans.
Hatti ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Elle ne savait rien de lui, ni son véritable nom, ni son origine. Lorsqu'elle lui demanda où il était né, son nom complet et sa profession, Lucas se contenta de répondre qu'il était un grand magicien, et rien de plus. Elle le trouvait exaspérant. Si elle avait su à quel point il était difficile à gérer, elle aurait demandé à étudier avec le fils du duc Alpheus à la place. Elle trouvait Ézéchiel bien plus compréhensif et humble, contrairement à Lucas. Alors qu'elle parlait de lui, Lucas, furieux, referma son livre et lança un sort qui la téléporta en un éclair. Hatti se retrouva à tomber du ciel. Elle tenta de réfléchir à quel type de magie utiliser, mais aucune idée ne lui vint. Soudain, elle atterrit sur un jeune garçon. En la voyant, il lui demanda si elle était un ange, et en observant la couleur de ses cheveux et de ses yeux, elle reconnut Ézéchiel. Elle recula de quelques pas, en colère contre Lucas de l'avoir envoyée chez le duc. Ézéchiel lui demanda de nouveau si elle était un ange, mais Athanasia ne répondit pas, pensant qu'elle ne pouvait révéler sa véritable identité. Remarquant qu'elle semblait effrayée, il recula légèrement et s'inclina avec grâce. Hatti décida de lui dire qu'elle était un ange, mais il remarqua ses yeux bleus, semblables à des joyaux, caractéristiques des descendants directs de la lignée impériale. Il comprit alors qu'il s'agissait de la princesse Athanasia. Le duc Alpheus vint chercher son fils, ce qui poussa Hatti à se cacher rapidement derrière des fleurs. En observant les deux, elle nota leur forte ressemblance. Le duc demanda ensuite à son fils s'il était mécontent des plans prévoyants qu'il étudie à Arlanta. Ézéchiel s'inquiétait davantage pour Jeannette, car elle pleurait à l'idée d'être séparée de lui. Mais son père lui répondit de ne pas tenir compte de ses caprices égoïstes et de penser plutôt à la prospérité de leur famille. Le duc Alpheus pensait qu'il n'aurait pas été nécessaire d'envoyer son fils étudier à l'étranger si celui-ci avait déjà conquis l'affection d'Athanasia. Il ne comprenait pas pourquoi elle semblait le considérer comme un ennemi. Ézéchiel répondit que la princesse avait le droit de choisir pour elle-même et qu'il n'était pas juste de la contraindre. Il insista pour pouvoir étudier à Obélia plutôt qu'à l'étranger. Il demanda à son père de reconsidérer sa décision de l'envoyer à Arlanta. Son père lui répondit que, s'il voulait que les choses se passent selon ses souhaits, il devait d'abord acquérir les compétences nécessaires pour y parvenir.